Monsieur Kabine Komara, ancien haut-commissaire de l'OMVS, ancien Premier ministre de la Guinée, en direct sur Film Guinée et d'Amirador. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bienvenue sur nos antennes. Diallo. Merci. Bonjour aux collègues et bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cabinet Fofana, alors, première question. Cher Omo, le sommet extraordinaire tenu par visioconférence des chefs d'État, donc le 19 octobre, le 19 octobre a décidé, les chefs d'État ont décidé justement de la réactualisation, de la réactivation du poste de haut-commissaire adjoint de l'OMVS et a instruit au ministre, des ministres de l'énergie donc de travailler à une étude menant donc à l'ouverture des capitaux des trois sociétés. Qu'est-ce que cela fait pour vous qui avez été haut-commissaire de cette institution? Ouais. Qu'est-ce que cela change dans l'intégration par l'OMVS? Ouais. Et je posais la question sous-jacente, in fine, au visa de ces évolutions positives pour la Guinée, peut-on dire que nos autorités au plus haut niveau avaient beau jeu de se fâcher? La Guinée avait-elle raison donc de se fâcher, puisqu'elle obtient quand même des choses? Bien, merci beaucoup. Je voudrais vraiment, d'abord en tant que Guinéen, ensuite en tant qu'ancien commissaire de l'OMVS, et en tant que quelqu'un qui travaille pour l'intégration et la pacification des relations des pays africains, me réjouir que ce différend ait été levé. Je vais vous en donner 4 raisons. Bien. La première, grâce à Dieu, depuis que j'en étais à la tête, a été classé comme meilleur organisme de bassin dans le monde par la qualité de la coopération qu'il y avait entre ses États membres et par la qualité des projets intégrateurs au bénéfice des États membres que cette organisation a pu mettre en œuvre. Et à partir de là, beaucoup de pays venaient prendre l'exemple sur l'OMVS. Moi-même, j'ai été invité en Asie, en Amérique latine, partout en Afrique pour prôner, pour développer cet exemple, ce modèle. Bien. On apprend qu'il y a un problème entre ces pays. Voyez-vous ce que ça peut me faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les Guinéens ne connaissent pas très très bien ce qu'est l'OMVS et pourquoi l'eau est si importante pour ces 4 pays, particulièrement pour ceux qui sont en aval. Il faut savoir que l'OMVS, le fleuve Sénégal, est composé de 3 affluents. Le premier qu'on appelle le bassin en Guinée. Le Sénégal, c'est 1800 km. Mais les 800 premiers kilomètres sont en Guinée, le fleuve Bassin. La deuxième branche qui est le Bakoy, qui prend naissance à côté de Sigiri. Et vous avez la Falémé. Ce sont ces 3 qui donnent naissance au fleuve Sénégal en territoire sénégalo-britannique et malien. Alors, comment l'OMVS est né, c'est très important. C'est que dans les années 1970-72, il y avait une très grande sécheresse en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal et en Mauritanie, ça pleurait parce que l'eau salée remontait à l'intérieur des terres sur 300 km. Ce qui faisait que les Sénégalais et les Mauritaniens ne pouvaient pas pratiquer d'agriculture. Donc le président Sékou Touré, avec ses collègues, ont décidé de créer cette organisation pour que le fleuve devienne un facteur intégrateur. Donc on a appelé ça l'OERS. Ça a été créé à l'Abbé en 1968. Alors, 2 ans après, pour des raisons que beaucoup de gens ignorent, c'est que des problèmes politiques, la Guinée était agressée. La Guinée a estimé que le Sénégal et d'autres étaient derrière. Pour ceux qui en doutent, contactez les archives qui viennent d'être déclassées de la part du gouvernement portugais. Vous verrez qui a joué quoi là-dedans. Donc la Guinée en est sortie. Mais les autres, qui n'ont pas beaucoup d'eau, ne pouvaient pas attendre. On recréé la même organisation avec un autre nom, qu'on appelait maintenant l'OMVS en Mauritanie. Alors, je parle de là pour que vous compreniez maintenant pourquoi la Guinée ne pouvait pas rester derrière et pourquoi les autres ne pouvaient pas attendre que la Guinée soit dehors si longtemps. Alors, quand il y a eu cette sécheresse et que notre organisation a été créée, il fallait rationaliser les eaux du fleuve et faire en sorte que l'eau ne soit plus salée. Je vous rappelle, c'est pour ceux qui connaissent la géographie, le fleuve Sénégal naît à 1400 mètres d'altitude en Guinée. Mais avant qu'il n'arrive au Sénégal, c'est à peu près à 5-10 mètres d'altitude. Ça veut dire que l'eau du fleuve descend par gravité depuis la Guinée, traverse le Mali et vient se jeter dans l'océan Atlantique au Sénégal. C'est-à-dire qu'en cascade, le fleuve descend jusqu'à devenir maintenant un fleuve tranquille. Qu'est-ce que les autres ont fait pendant que la Guinée n'était pas là? Il a fallu régulariser le fleuve, c'est-à-dire construire un barrage de retenue en territoire malien, au point le plus haut, à Manantali. Et là, on a stocké 11 milliards de mètres cubes d'eau.
Retenez bien, c'est très important. Oui. 11 milliards de mètres cubes d'eau ont été stockés là à partir des eaux qui venaient de la Guinée. Toute cette eau vient en territoire malien, on a stocké 11 milliards de mètres cubes d'eau. Et à l'embouchure du fleuve, on a construit un autre barrage qu'on appelle le barrage de Diamant, pour que l'eau salée ne remonte pas. C'est comme si vous avez un raccord qui commence à 1200 mètres d'altitude et qui arrive au bout et vous mettez un barrage. Donc vous avez de l'eau maintenant qui est stable, qui est de l'eau potable. Et là maintenant, ils ont lancé des programmes d'irrigation, des programmes d'adduction d'eau et par la suite la production d'énergie. Ça, c'était sans la Guinée. Ils ont créé donc 3 sociétés. Une société qui contrôle l'irrigation, qu'on appelle le barrage de Diamant. Donc, cette société ne sert aujourd'hui que le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Pourquoi? Parce que ces 3 pays ont à peu près 300 000 km², plus de 300 000 km² de terres irrigables. Ils veulent absolument les mettre en valeur, ils ont besoin d'eau. Oui. Voyez-vous? Donc, c'est un peu, il faut attendre que la Guinée. Deuxièmement, ils ont créé une deuxième société qu'on appelle le barrage de Manantali, où on a installé 200 mégawatts d'électricité. Et on a interconnecté les 3 États. Donc la Guinée ne fait pas partie de ça. Ils ont créé une 3e société de navigation. La Sogenav. Le fleuve navigable voilà, qu'on appelle la Sogenav, de Saint-Louis à Abidjan, à côté de Moukaï au Mali, sur 905 km. C'est important de comprendre l'historique de ça. Oui, c'est important. Et comme ils n'avaient pas les moyens, ils ont recruté une société sud-africaine pour venir gérer le barrage, l'exploitation du barrage. Parce que construire un barrage, ce n'est pas suffisant, mais il y a beaucoup de paramètres, les lignes électriques, ausculter le barrage, faire en sorte que tous les paramètres techniques soient toujours au point. Oui. Donc cette société sud-africaine est venue gérer le barrage. En 2006, et c'est important, l'OMS a créé, a fait un projet de développement de l'ensemble du bassin. Pour mettre ça en œuvre, les bailleurs de fonds lui ont dit, il faut absolument que la Guinée vienne. Pourquoi la Guinée doit venir? Si les eaux viennent de chez vous, il faut que quelque part, il y ait quelqu'un qui relève tous les jours le niveau de l'eau dans les différents affluents. Sachez qu'il y a à peu près 10 stations, à la Mori, à Fatako, ainsi de suite, où 2 fois par jour, il y a des Guinéens qui prélèvent le niveau de l'eau, qui communiquent à l'OMS à Dakar, pour faire en sorte qu'on puisse suivre l'évolution de l'eau qui s'écoule dans le fleuve. Vous ne pouvez pas être en aval et ne pas mesurer ce qui se fait en amont, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse, être en sécurité. D'où donc la nécessité que la Guinée rejoigne l'institution. Oui. Parce que c'est la Guinée qui contrôle l'eau, c'est la Guinée qui peut donner les paramètres de gestion de l'eau. Donc la Guinée a dit en 2006. C'est très important que les Guinéens le comprennent. Bien. Le POMVS ne pouvait pas se développer de manière sécuritaire sans que la Guinée qui est en amont ne donne les éléments techniques qui lui permettent de gérer les barrages, l'irrigation et tout ça. La Guinée a adhéré et a négocié. Et finalement, ça ne s'est pas si mal passé. Naturellement, les autres avaient les 3 sociétés. Et la Guinée, par la suite, et là je remercie le président Alpha Condé, quand en 2013, il a fallu renouveler les institutions, ma candidature a été proposée par la Guinée pour rentrer dans l'institution. Donc, et c'est là que je rectifie beaucoup d'erreurs que font beaucoup de journalistes. Il y avait 2 candidatures, la mienne et celle du Malien. Le président Diankounda Traoré était le président par intérim. Par chance, et je remercie aussi le ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui a fait le tour des différents États, qui avait présenté mon CV. À la discussion, et grâce aussi à la force de persuasion du président Alpha Condé, j'ai été retenu. Mais en même temps, alors il faut rectifier ça de la part du président, on a créé le poste de haut commissaire. Ce n'était pas à titre intérimaire, comme beaucoup de journalistes le disent, non. On a créé ce poste par le chef d'État. Donc, j'ai travaillé avec ce monsieur. Donc, nous étions 3 à la tête de l'OMS, le haut commissaire, l'adjoint et le secrétaire général. Et le Sénégal, où le siège de la société de l'OMS n'avait pas le droit d'être à la tête des organes du DIR. C'était le principe. Bien. Donc, on a travaillé comme ça, jusqu'à ce que moi, j'ai fini mon mandat 4 ans après. Et puis, le Malien a repris. La même chose. Donc, un Mauritanien est venu remplacer le Malien, et un Guinéen a remplacé le secrétaire général. Le trio a commencé. Au moment où je quittais, c'est important, j'avais engagé des procédures de réforme de l'OMS pour que désormais l'OMS ne tende plus la main au pays pour la contribution sur le sujet. C'est cette réforme
qui, à mon avis, a conduit à des incompréhensions. Donc je m'arrête là d'abord pour que vous compreniez l'importance pourquoi la Guinée demeurait, pourquoi j'étais heureux qu'on revienne. Bien. Alors, pour la suite, pour comprendre, en tout cas, quel dividende pourrait tirer la Guinée de son retour et des décisions qui ont été prises par le sommet virtuel des chefs d'État de l'organisation tenu le 19 octobre dernier, on va prolonger le débat avec notre invité dans la troisième partie, M. Kabinet Komara, ancien haut-commissaire de l'OMVS, ancien premier ministre de la Guinée, que nous allons rappeler dans moins de 10 minutes sur nos antennes. On revient donc dans quelques minutes. Allez, nous repartons au stand Manu pour donc continuer cette interview avec l'ancien Premier ministre Kabinet Komara. Monsieur le Premier ministre, vous aviez, avant la pause, planté déjà le décor par rapport donc à l'enjeu surtout de cette organisation. Mais aujourd'hui, la Guinée, qui avait il y a quelques semaines claqué la porte après avoir mis sur la table un certain nombre d'exigences, est revenue. Aujourd'hui, partant de ce qui a été obtenu au terme des discussions qui ont eu lieu, notamment lors du récent sommet extraordinaire, quel est pour vous aujourd'hui le dividende finalement que la Guinée tire en obtenant le poste à la fois de secrétaire de haut-commissaire adjoint, mais également sa participation prochainement aux autres sociétés du système. Voilà, les autres sociétés du système et surtout aussi l'accélération des procédures de financement du barrage de Koukountamba notamment. Bien entendu. Quel dividende pour vous? D'accord. Merci beaucoup. C'est toujours bon de faire un peu de pédagogie. Vous savez, vous avez parlé, la Guinée avait claqué, puis les gens sont revenus, puis bon, cette approche martiale-là, je ne crois pas que ce soit comme ça que ça soit passé. Vous savez, la diplomatie est souterraine. Ces négociations ont commencé depuis New York, depuis que le président de la République, le chef de l'État, était là-bas avec le président mauritanien. Ils se sont rencontrés là-bas. Oui. Et c'est là qu'ils ont décidé d'instruire leur ministre des Affaires étrangères pour engager les pourparlers pour que ceci puisse prendre fin. Et je vais vous donner deux raisons pour cela. Oui. Vous savez, dans le monde, les pays qui dépendent des autres pour leur eau sont les plus vulnérables. Parmi ces pays, vous avez l'Égypte. Toute l'eau qui vient de l'Égypte, qui vient d'Égypte, vient d'ailleurs. Elle vient de l'Éthiopie et des autres pays. Toute l'eau qui vient de la Mauritanie, qui en Mauritanie, vient de la Guinée. 100%, la Mauritanie n'a pas de cours d'eau. Elle ne peut pas blaguer avec l'OMVS de soit arrêté. Ouais. Retenez bien, par exemple, que 100% de l'eau consommée en Nouakchott provient du fleuve Sénégal, lequel fleuve vient de la Guinée. Ouais. Donc c'est l'OMVS qui vend l'eau à la Société des eaux de Nouakchott pour alimenter toute la ville, sur 200 km. Dakar aussi, 50% de l'eau consommée dans la capitale sénégalaise est vendue par l'OMVS, c'est-à-dire c'est de l'eau qui vient de la Guinée. Vous pensez que ces gens vont rester comme ça? Ouais. Là, c'est assez sérieux, là, sincèrement. Non, c'est très important que vous compreniez l'urgence. Oui. Et quand le Sénégal et la Mauritanie parlent d'autosuffisance alimentaire, c'est parce que le Sénégal a déjà mis en valeur 100 000 hectares de terre, la Mauritanie est à 115 000, le Mali aussi un peu. Donc, ces pays comptent sur l'eau et sur la permanence et la gestion de l'eau. Donc, la Guinée comprend bien ça. Je sais bien que les autres Guinéens, je n'étais pas là quand cette décision a été prise, j'étais à l'étranger. Je me suis dit, mon Dieu, vivement que le bon sens prévale. J'étais convaincu que l'OMVS et la Guinée n'allaient pas tirer très loin. Parce que dans l'histoire, à part au moment de l'Antiquité, il n'y a pas deux pays qui partagent les mêmes bleux qui sont entrés en conflit armé ou qui sont entrés en conflit permanent sans le régler. C'est pas possible. Parce que vous êtes liés par un cordon ombilical qui est vital. Et tout pays qui veut utiliser l'eau comme une ressource pour assoiffer l'autre ne peut pas tenir parce que humainement c'est pas possible. Donc la Guinée ne pouvait pas rester longtemps en marche. Je vous ai indiqué comment toute cette eau vient de la Guinée. Je vous donne d'autres chiffres. La Guinée exporte vers les pays voisins quelques dizaines de milliards de mètres cubes d'eau par an. Parce qu'il y a 1200 cours d'eau en Guinée. Donc, une bonne partie de ces eaux va dans les pays voisins. Les pays voisins ont besoin de nous. Maintenant, à cette situation, ayant compris vraiment l'enjeu stratégique pour les autres pays. Vous avez 200 mégawatts d'électricité à Manantali, 140 dans un deuxième barrage et 60 dans un troisième, pour lesquels j'ai contribué à mettre le financement en place. Et quand j'y étais, il a fallu réactualiser donc, le schéma directeur d'aménagement du bassin. Et on a retenu 2 barrages en priorité, à savoir le barrage de Koukountamba, qui fait 300 mégawatts, et le barrage de Gourbassé.
Il faut savoir pourquoi on a retenu ces 2 barrages. Alors, le barrage de Gourbassi, je le dis, il est sur la Falémé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, l'eau se raréfie. Jusqu'à présent, les barrages qu'on a sur le fleuve Sénégal sont sur la branche du Bafin. Donc, l'eau commence à se raréfier. On ne contrôle plus que 50% des eaux du fleuve. Il faut faire un 2e barrage en amont sur un autre fleuve de retenue, donc on appelle ça le barrage de Gourbassi, qui reste sur la Falémé. Quand on va faire ce barrage, ça permet aux 2 sites de régulariser le fleuve en séance sèche et en simple lieu pour que le Sénégal, la Mauritanie et le Mali aient de l'eau qui coule dans ce fleuve. Donc il est prioritaire pour les 3 autres pays qu'on fasse le barrage de Gourbassi. C'est important. Ce n'est pas important pour la Guinée, parce que c'est en aval de la Guinée. Oui. Mais pour les 3 autres pays, c'est important qu'on le fasse. C'est pour ça qu'il est dans le communiqué. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, le barrage de Koukountamba est important pour la Guinée pour 2 autres raisons. D'abord, c'est le plus important barrage de l'OMVS si on le fait, il fait 300 MW, alors que les autres sont des moyens barrages 200, 140, 60. Le seul barrage de Koukountamba fait le total de 2 autres barrages. Mais, et c'est le grand intérêt pour la Guinée, si vous connaissez bien la géographie de la Guinée, Koukountamba est entre 2 sites très intéressants. Il est entre le site de Bouréa, qui est aussi en Guinée, et le site de Balassa. Donc, en faisant Koukountamba, vous bonifiez automatiquement les 2 autres sites-là, qui sont très très faciles à faire. C'est pour ça que la Guinée doit se battre pour le faire. Parce que le fait que vous interconnectez Koukountamba au reste de la Guinée et au reste des autres pays. Pourquoi il y a du courant aujourd'hui à Bouquet et en Moyenne-Guinée? C'est parce qu'il y a l'interconnexion avec l'OMVS. En faisant un barrage et que vous interconnectez, alors vous circulez facilement l'énergie. Donc, c'est important qu'on se batte pour que ce barrage soit fait. Mais comment le faire? Oui. Il faut mobiliser de l'argent. Oui, alors j'ai entendu beaucoup de choses qui n'étaient pas très correctes en disant que la Guinée a refusé de mobiliser tant. Je n'ai pas participé à la prise de décision, mais c'est important de rectifier. Le principe à l'OMVS, c'est que quand vous devez construire un ouvrage, vous répartissez le montant entre vous tous. Vous comprenez? Quand j'ai vu que ce système ne marchait plus, parce que les temps l'ont accouché sur le pont, j'ai changé de méthode. J'ai proposé la méthode qu'on appelle EPC, c'est-à-dire vous choisissez une entreprise qui elle-même doit chercher le financement et le mettre à disposition des pays. Ça permettait de gagner du temps, plutôt que chacun des pays envoie des lettres à une institution qui doit venir négocier, parce que la réalité politique des 4 pays est changeante. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup confiance au nouveau haut-commissaire, parce que quand moi j'étais haut-commissaire, il était le ministre de l'énergie de la Mauritanie, il était dans le conseil des ministres, il connaît très bien le problème. Par chance aussi, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie était l'ancien haut-commissaire, celui que j'avais remplacé. Donc ces 2 personnes-là connaissent l'importance stratégique de faire ces barrages et l'urgence et la méthode par laquelle il faut passer. Et je dis bien que le président mauritanien est très pragmatique, qui lui comprend que l'eau qui vient de la Guinée, qui s'arrête, qui ne coule pas normalement, qui n'est pas contrôlée, est vitale pour la Mauritanie. Donc, je pense que la dynamique créée par ce retour, disons cette levée de subvention, va permettre à ce que la prise de conscience et la capacité de ces personnes, avec aussi l'accompagnement que les Guinéens, les personnes de bonne volonté pourraient mettre en œuvre, vont nous permettre, à mon avis, d'accélérer la mise en œuvre de ces barrages. L'autre dernière question, c'est est-ce qu'il faut la Guinée rentrer dans les autres sociétés ou pas? Oui. Je vous rappelle tout à l'heure qu'il y a la société de navigation. Elle commence de Saint-Louis pour terminer à Caille, sur 905 km. Ça n'intéresse pas fondamentalement la Guinée, parce que la navigation n'est pas du côté guinéen. Vous comprenez? Oui. Alors, donc quand on met une société de navigation là-bas, ça sert principalement des autres pays. Mais par solidarité, si la Guinée veut, elle peut prendre part là-dedans. Mais je suis sûr que ça prendra du temps pour que ce soit réalisé. Oui. Deuxièmement, vous avez le barrage de Gama, qui lui existe déjà, qui vend l'eau aux autres pays, aux 3 autres pays, pour l'adduction d'eau, pour l'irrigation et tout ça. Aujourd'hui, cette société avait des problèmes pour réajuster ses tarifs pour que les tarifs que doivent payer les agriculteurs, les ventes puissent permettre que la société soit équilibrée financièrement. Ça ne l'est pas entièrement encore. C'est à la Guinée de voir si elle peut rentrer là-dedans, mais elle n'apporte pas beaucoup de bénéfices à la Guinée. Par contre, le barrage, la Sogem, qui produit l'électricité, le barrage de Manantali, la société Sogem, gère 3 barrages. Ce n'est pas seulement Manantali. Le site de Manantali qui fait 200 MW, Gouina qui fait 140 MW, et le 3e qui fait 60 MW. Donc, cette société-là gère déjà 3 barrages. Oui. Si on fait
une société, on a déjà créé une société de droit guinéen qui s'appelle la SOGEO, basée en Guinée, qui va gérer les 3 barrages qu'on va construire. Alors, il y aura une ligne d'interconnexion qui va nous lier à la SOGEM. Si la Guinée est actionnaire dans cette société, c'est important parce qu'elle bénéficie non seulement d'une expertise, mais en partageant une ligne d'interconnexion, mais elle permettra aussi, grâce à sa garantie, de lever facilement des financements sur des barrages en Guinée. Donc, en résumé, oui, mais il y a une 4e société dont les gens n'en parlent pas, c'est la CEMAS, c'est la société de gestion. Alors, je vous avais dit au début qu'on avait recruté une société sud-africaine pour gérer les barrages. Oui. Quand j'ai eu un très grave conflit, on a été obligé de s'en débarrasser et de créer nous-mêmes une société indépendante qui est détenue par les 3 États à travers la SOGEM qui gère les barrages. Ce serait intéressant que la Guinée soit actionnaire dans celle-ci, puisqu'elle pourra nous aider à gérer nos barrages aussi, dans le droit de l'exploitation. Maintenant, les autres éléments sont subsidiaires, c'est-à-dire que vous avez toute l'irrigation du côté guinéen, nous avons parlé de 10 000 hectares de terre à irriguer en Guinée, nous avons l'adduction à faire d'eau, mais surtout, ce qui est plus important pour moi, c'est les aspects environnementaux et écologiques. Bien. Le foutage alors est en danger. Tout le coup de la messe de Fouta. Si vraiment la Guinée ne fait pas de ceci une priorité avec tous ses États voisins pour qu'on sauve les stades de source dans le massif de Fouta Jalon, non seulement la Guinée est en danger, mais tous ces pays voisins sont en danger. La participation dans l'OMVS va polariser, va catalyser la mobilisation des financements pour qu'on puisse vraiment de manière massive mettre en œuvre des projets qui vont sauver le massif de Fouta Jalon. Ben voilà. Je pense que le compte est bon. Hein, Monsieur le Premier ministre, cette question, tout est dit. Quel est le coût que la Guinée... C'est un coût magistral. Quel est le coût, justement, d'entrée de la Guinée dans les capitaux de ces sociétés, Monsieur le Premier ministre? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, ça dépend. Je vous ai cité les 3 sociétés. Je pense que la société dans laquelle la Guinée doit se battre pour faire partie, c'est la SOGEM. Alors, quand on est financier, le coût d'entrée, c'est se négocie d'abord. On fait la projection financière de la société en question, on détermine les profits futurs qu'elle va réaliser, et à partir de là, on peut négocier. Vous avez 2 formules. Soit on dit que ce capital est de temps, donc on répartit à nouveau, ou alors les autres disent non, on est une société qui fait déjà du profit, vous devez donner non seulement une partie du capital, mais une partie des profits futurs. Donc ça, c'est des méthodes très délicates qu'on ne peut pas discuter ici, oui, mais qui seront négociées dans les débats qui vont être engagés entre la Guinée, l'OMVS et les autres pays. Bien. Alors, en termes concrets, sur le plan de la fourniture d'électricité, quel bénéfice, en fait, sur le plan donc, de la desserte en électricité, la Guinée peut tirer d'une éventuelle participation au sein de la SOGEM, donc la société de gestion de Manantali? Bien. D'abord, pour avoir l'électricité de Manantali, il faut tirer une ligne pour relier le barrage de Manantali à la Guinée. Vous comprenez? Ensuite, que les autres aient de l'excédent à vendre. Vous comprenez? Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a une formule de répartition de l'électricité. Par exemple, le premier barrage, le Mali seul a les 50%. Il consomme. Le reste est réparti entre le Sénégal et la Mauritanie. Ouais. Okay? Le deuxième barrage, il y a une formule différente. C'est moitié-moitié, ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas d'excédent aujourd'hui à vendre. Et en plus, il n'y a pas de ligne d'interconnexion qui nous lie. Donc, ce que nous devons faire, et ça c'est important, c'est qu'on se batte rapidement pour que le barrage de Koukountamba soit réalisé, que l'interconnexion avec Manantali soit faite. Et je dis, à côté de ça, il y a 2 autres points très importants. On va faire dans le cadre de ce barrage le pont sur le bassin, qui permettra définitivement maintenant de quitter l'Abbé, de quitter Bokeh, aller à Sigiri, sans consommer de venir sur Mamou, Dabola pour aller. Moi, c'était mon rêve, ça. Bien. On puisse quitter carrément Bokeh, aller à Sigiri, et pour cela, il faut qu'il y ait le pont sur le bassin. Il est prévu dans le projet du barrage que ce pont soit fait. Deuxième élément très important, on a découvert qu'il y a d'énormes quantités de poissons dans le bassin. La partie de la Guinée à ce niveau-là, les gens ne sont pas pêcheurs. Donc, on envisageait de créer des bases de pêche, créer une possibilité de former des populations là-bas, et je vous assure que là-bas, on peut alimenter tout l'arrière-pays en poissons si vraiment l'accessibilité du fleuve est faite et que les populations sont formées en bonne capacité de pêche. Donc, le barrage a un caractère très intégrateur, en dehors de l'électricité, plus tout ce que je vous ai dit. Donc, battons-nous
pour que le barrage soit fait, interconnectant avec Manantali et le reste de la Guinée. Et nous avons 2 autres sites qui sont très faciles à mettre en œuvre. Monsieur le Premier ministre, où en est-on de la mobilisation du budget de la réalisation de Koukountamba, qu'on estimait en tout cas à 800 millions de dollars, si je ne sais trop. Écoutez, je ne voudrais pas anticiper sur ce que le haut-commissaire qui vient de prendre fonction est en train de faire. Permettez que je lui laisse l'initiative de présenter aux autorités guinéennes les démarches qui sont en cours. Peut-être un mot sur le candidat proposé par la Guinée pour le poste de haut-commissaire adjoint. Vous qui avez dirigé cette organisation, l'avez-vous connu auparavant ou pas, ou bien il vient d'un autre monde? J'ai eu le privilège de le connaître à 3 reprises. D'abord, il a été ministre dans mon gouvernement, du temps du CNRD. Il s'agit de Max Dangoura. C'est un excellent économiste. Je crois par la suite, il a été ministre guinéen de l'étranger, beaucoup de secrétaire. C'est un cadre chevronné qui a aussi travaillé au ministère du Plan et c'est lui qui s'occupe de la planification énergétique au niveau du ministère du Plan. Donc c'est vous qui l'avez proposé au gouvernement guinéen? Ah, moi j'étais Premier ministre, oui, en ce moment-là. Non, pour le poste de haut-commissaire adjoint. Pas du tout. Peut-être que votre avis a compté. Maintenant, quand j'étais haut-commissaire, on avait besoin d'un contrôleur de gestion. Et donc, sa candidature a été retenue. Donc, il était à l'OMS pendant tout ce temps-là. Donc, c'est un homme du Sérail. Contrôleur de gestion. Donc, il connaît très bien l'institution. C'est pas un novice. Bien, voilà. Cabinet, pour terminer, s'il te plaît. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une étude qui a été validée en 2021 qui devait permettre donc de savoir les conditions d'entrée de la Guinée dans l'EMVS et que les coûts étaient excessifs et d'ailleurs que le président Alpha Condé aurait tout simplement laissé cette possibilité. Est-ce que vous confirmez qu'il y a bel et bien eu une étude réalisée en 2021? En 2021, la Guinée était déjà dans l'OMVS. Non, je parle de l'entrée de la Guinée dans le capital des sociétés de la SOGEM principalement. Non, je n'en suis pas au courant, je n'en suis pas informé. Allez. Grand merci à vous, monsieur Kabinet Komara, ancien haut-commissaire de l'OMVS, ancien Premier ministre. J'espère que vous avez été amplement édifiés, vous auditeurs, et nous en tout cas ici en plateau. Ce fut un cours magistral. Grand merci à vous, monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci bien. Allez, Mirador, continue, Babé.